Bonjour messieurs, dames, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous. Merci d'être présents sur votre temps de travail pour venir continuer à encourager la connaissance et le partage, puisque nous sommes dans un monde de connaissances dans lequel l'intelligence est numérique et l'intelligence globale est au service de l'entreprise, entre guillemets normalement. Puisque plus on en sait, plus on connaît, plus on est censé du coup le mettre au service du bien-être au travail. Notre entreprise Odos existe depuis maintenant 31 ans et donc je remercie par la même occasion tous ceux qui ont participé quelque part à cette croissance et en tout cas l'existence d'une entreprise, puisque l'existence d'une entreprise existe grâce à ces hommes et la richesse de l'entreprise, bien sûr, ne provient à 80% selon moi que de la richesse des hommes qui la composent. Donc du coup, forcément, le monde s'est réveillé il n'y a pas longtemps en se disant que aménager les entreprises et faire en sorte qu'on crée des solutions variées et surtout pertinente pour l'homme au travail, entre guillemets, c'était une bonne idée. Donc on est dans une ère profitable pour nous, puisque que ce soit les équipes de travail autour des architectes, des prescripteurs, des promoteurs, des décideurs, des collaborateurs, j'ai l'impression que tout le monde a additionné son cerveau pour tout d'un coup se dire maintenant c'est vachement important. Et donc on va vivre, je pense, une belle décennie autour de ce monde du travail qui ne cesse de proposer des choses nouvelles. J'étais sur le salon de Workplace avant-hier à Paris, là, où je voyais des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, forcément, la créativité s'est mise au service du monde de travail. Donc aujourd'hui, notre entreprise Odos a créé un club qui s'appelle le Club 31. Ici, vous avez quelques entreprises qui ont décidé de se mettre en réseau autour du monde professionnel. Et vous connaissez tous l'équipe de Marie Chastanet, d'Odos, qui a fait en sorte, avec sa collaboratrice Carmen, d'organiser cette manifestation pour qu'aujourd'hui vous preniez du plaisir à comprendre et en tout cas avoir quelques informations sur l'objet connecté. J'avais envie de dire un petit truc avant de démarrer, c'est que les enjeux de l'entreprise sont acoustiques, c'est-à-dire qu'on peut être gêné par le bruit. Vous verrez de temps en temps, on est juste au-dessus du train. Il y en a un qui passe, je ne sais pas à quelle heure et qui est long, mais je pense que normalement on ne devrait pas être trop... Voilà, l'acoustique est important dans l'entreprise, l'espace est important. Je ne sais pas, je crois que c'est Jean Nouvel qui dit l'espace est un luxe et c'est une façon aussi d'aborder les choses. La lumière, c'est important. Et tout d'un coup, enfin en tout cas, maintenant, aujourd'hui, le sujet essentiel, c'est l'air, chose qu'on avait peut-être oubliée, ou comme on se préoccupait d'autres sujets, on ne se préoccupait pas de celui-là. Il nous a paru intéressant avec le club et Odos de se soucier de l'air, de l'entreprise, de l'air ambiant. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous avons provoqué cette conférence. Nous aimons l'espace, nous, on est des amoureux de l'espace travail depuis longtemps. Et donc j'espère que vous allez pouvoir prendre du plaisir, les conférenciers et également les gens qui vont la recevoir, à partager ça. Je voulais juste préciser que Toulouse est comme partout, on est composé de petites TPE, des petites PME, des grandes entreprises. Ici, il y a un peu tous les formats qui sont représentés. Forcément que ces choses nouvelles aujourd'hui peuvent parler plutôt à des grandes entreprises qu'à des petites, mais je me suis attaché à ce qu'on prépare l'émission en disant que c'est vrai que parfois ce sont les grandes entreprises qui expérimentent pour demain pouvoir le mettre au service des petites. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, ou tous la même volonté, ou tous la même capacité en tout cas. Donc du coup, ils se sont engagés à se mettre à la portée de toutes les oreilles, toutes les sociétés qui sont capables demain d'expérimenter ce sujet pour le mettre au service des autres. D'accord ? Voilà. Donc je vous présente aujourd'hui Jean-Christophe Mifsud, donc président et CEO de la société Rubix, voilà ici présent, et Adrien Guffon, fondateur de la société Age, c'est ça ? Age. Bon, merci. Donc tous les deux, vous avez un parcours atypique, donc c'est intéressant, peut-être qu'on démarre par ça. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots et avec votre parcours, s'il vous plaît ? Prérogative à l'âge, alors.
Oui, merci beaucoup d'être présent. Merci à Odos de nous avoir invités, bien sûr. Moi, je suis chimiste et je suis neurochirurgien. Et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le domaine des capteurs, notamment pour la mesure sensorielle, donc des nez électroniques, des langues électroniques, des yeux électroniques. Et je suis le fondateur et le président de la société Alphamos, que vous connaissez peut-être sur Toulouse, qui est une société cotée en bourse. Parallèlement à ça, je me suis dit qu'il fallait remettre l'homme au centre de la mesure. Et c'est pour ça que je l'ai fondé, la société Rubik, je vous en parlerai tout à l'heure. Et effectivement, le confort, le bien-être au travail, les toxiques et les mesures de nuisance au travail sont pour moi devenus un centre d'intérêt extrêmement fort. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une structure autour des objets connectés et autour de cette thématique qu'on va vous présenter ensemble aujourd'hui. Voilà. Merci. Du coup, je m'appelle Adrien Guffon, je suis le directeur général de Hyge et avant de fonder Hyge, j'ai un parcours un peu atypique effectivement puisque à la base je suis ostéopathe de formation. Je suis parti travailler aux États-Unis où j'ai expérimenté le métier de Chief Happiness Officer, le fameux buzz de l'année 2015-2016. Vous pouvez traduire, s'il vous plaît. Alors, le responsable du bonheur et du bien-être dans l'entreprise. Vous voulez qu'on répète ou Chief Happiness traducteur. Officer. Et sur le constat qu'on avait beaucoup de retard en France sur ces nouveaux modes de fonctionnement dans les entreprises, je suis rentré et j'ai fondé cette société donc à la fois à San Francisco et à Toulouse et Paris maintenant pour répondre à ces nouveaux enjeux dans les entreprises et américaines et françaises. Voilà. Qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a un buzz sur le monde du bien-être, parce qu'on crée des postes du responsable du bien-être? On est tous, j'imagine, responsables de son propre bien-être, mais qu'est-ce qui fait que le monde va où, quoi? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça devient une priorité? Je pense que c'est le fait qu'il y ait maintenant 3 générations distinctes sur le monde du travail. Il y a les X, les Y et les Z. Pour resituer, les X c'est avant 1985, Y c'est entre 85 et 95 et Z c'est après 95. Donc les Z sont ceux qui arrivent en masse sur le marché du travail actuellement. Et ils ne veulent plus des entreprises traditionnelles dans le sens où trop d'intermédiation, ils ont une vision du monde de l'entreprise qui est assez mauvaise pour la plupart. Et la plupart des Y et des Z actuellement ont plus envie de se diriger vers la start-up, donc soit en créer une, soit faire partie d'une start-up, que d'intégrer un grand groupe. Et ils demandent du coup aux entreprises de muter et d'évoluer avec leur nouvelle façon de penser, qui est j'ai pas envie de me faire essorer par un grand groupe dont je serai juste un numéro et sur lequel je ne pourrai jamais proposer une idée. J'ai l'impression que vous avez voulu faire la présentation à deux. Pourquoi Oui, pardon, parce qu'il y a aussi au-delà des changements structurels, des changements générationnels, il y a aussi un changement environnemental. Et le changement environnemental, il impacte très clairement notre quotidien. Non seulement aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 90% de l'air respiré en air intérieur. Nous sommes passés de 2% de nos enfants qui avaient des problématiques de respiratoire il y a 30 ans, aujourd'hui à 18%. Donc il y a clairement aujourd'hui un environnement qui se dégrade et donc cela a un impact aussi indirectement sur la santé au travail et on va en parler, c'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow du confort, il y a effectivement les organisations, les changements de génération et les changements environnementaux. Très bien, donc je vais vous laisser un petit peu tous les deux présenter l'enjeu qui était aujourd'hui donc les objets connectés et bien-être au travail. Donc je vais vous laisser partir dans votre conférence et je reste à votre disposition. Moi, je vais commencer avec quelques petites notions que je me suis notées dans la semaine que je trouvais intéressantes de rappeler. C'est que effectivement, le bien-être et le bonheur au travail, c'est une notion qui est arrivée en force ces dernières années. C'est vraiment un buzz, on en parle un peu partout, sur tous les réseaux sociaux d'entreprise. Il y a quand même, je trouve, un distinguo à faire entre bien-être au travail et bonheur. Bonheur, quelque part, c'est un peu une utopie, parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, si la personne arrive au travail avec des soucis personnels, c'est pas l'organisation qui la rendra plus heureuse. Donc on a beau faire des démarches qui vont dans le sens du bien-être, on n'atteindra pas un niveau parfait de bonheur au travail. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est pas en tordant une fois de plus une organisation dans tous les sens que ça y est, d'un coup tout sera rose. C'est des démarches qui durent longtemps, qu'il faut embrasser à tout stade de l'entreprise, autant au niveau de la direction générale que des RH, que de tous les managers et l'ensemble des personnes qui travaillent pour une entreprise ou un groupe. Et ouais, cette notion, elle est vraiment à mettre en avant, je pense, sur ce nouveau buzz qui entend évangéliser toutes les entreprises dans le bonheur et le bien-être.
Après, je me suis noté que ces dernières années, enfin pas ces dernières années, depuis 30 ans, on tord les entreprises comme des trombones sur le plan organisationnel pour des logiques de productivité, de rentabilité. On met des CRM en place, on met du reporting en place, on met tout un tas de démarches qui, à chaque fois, ont perturbé les gens dans leur façon de travailler, sans jamais vraiment s'en préoccuper en fait. Et dans la même logique qu'on tord un trombone et qu'un phénomène physique qui est la fatigue s'opère, au bout d'un moment, le trombone il casse. Et c'est ce qu'on a vu apparaître autant dans les années 2000 chez France Télécom que chez Renault, où on en est arrivé au pire. Et le bien-être est arrivé finalement en France suite à cette logique-là, qui n'était du coup plus de la prévention, mais du traitement. Alors que ce soit en Scandinavie, au Japon ou de l'autre côté de l'Atlantique, la problématique a été prise à l'envers, c'est on va faire du préventif pour ne pas avoir à faire du curatif. Donc ensuite, d'où ça vient? Comme je l'ai dit, ça vient d'une logique à la base, qui est cette approche qui est apparue dans les grands groupes américains, californiens, qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont sur un périmètre carré qui est tout petit et pour lequel la logique n'a pas été seulement de l'altruisme, mais aussi un enjeu de productivité essentiel qui était l'attractivité sur des nouvelles ressources performantes pour faire grandir l'entreprise et aussi de l'image de marque sur la concurrence. Donc ce fameux métier de CHO, Chief Happiness Officer, dont je parlais juste avant, on en a deux visions différentes. Donc en France, pour le moment, il y en a assez peu, malheureusement. Il y en a surtout beaucoup dans les startups, mais pas encore dans les grands groupes, ou alors à toutes petites gouttes. Et il est, pour moi, il n'a pas été pris dans le bon axe. C'est qu'en France, on croit que c'est un DRH picousé avec un clown, alors que non, c'est pas un DRH. Et un DRH ne peut pas, pour moi, être en même temps DRH et Chief Happiness Officer. C'est des choses qui sont trop distinctes. Et le Chief Happiness Officer, en France, on le prend trop pour un président du BDE. Alors que non, ce n'est pas la personne qui va installer un baby-foot et une table de ping-pong pour mettre un petit peu d'entrain. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas ça son cœur de métier. Il doit être assis et siéger avec la direction générale sur la vision et les enjeux de l'entreprise sur le long terme, parce qu'il doit déjà la comprendre, la vision, comprendre les enjeux et mettre en place les bonnes pratiques, mais qui vont plus loin qu'une table de ping-pong. Autre chose, du coup, je parlais des générations Y et Z. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, elles ont une mauvaise image de l'entreprise. Il y a une étude qui est sortie de BNP Paribas qui expliquait que pour 23% des Z, l'entreprise leur évoque du dégoût, le monde de l'entreprise. Je trouve assez triste, c'est quand même les questions étaient posées à des étudiants. C'est dingue de se dire que des personnes qui seront diplômées dans 1 ou 2 ans, pour un quart, le monde de l'entreprise leur évoque du dégoût. Et pour 23%, de l'indifférence. Donc c'est quand même assez marquant. On est presque à la moitié des jeunes diplômés qui, finalement, l'entreprise, ça leur évoque rien. Alors que pour un X, le rêve absolu, quand on sortait de 3-5 ans d'études, c'était être recruté par un grand groupe, un Airbus ou un grand groupe industriel, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de budget? C'est là qu'on se rapproche de ce que disait Stéphane. Est-ce que toute entreprise peut muter vers des meilleures pratiques de bien-être au travail? Je pense que oui. Ce n'est pas une logique de budget, c'est une logique d'implication. Comme je disais à toutes les strates, effectivement, un Google qui dépense 400 millions d'euros par an uniquement dans les infrastructures liées au bien-être, tout le monde ne peut pas en faire autant. Une entreprise de 2, 5, 10 personnes ne pourra pas fonctionner de la même façon. Et pourtant, on peut mettre en place plein d'autres choses qui ne coûtent pas 1 euro et qui sont simplement des décisions collectives d'améliorer sa vie au travail. Ensuite, finalement, le bien-être au travail, actuellement, c'est la mise à jour d'une entreprise qui arrange tout le monde. Autant un directeur général et des actionnaires qui vont y trouver un vrai gain de productivité que n'importe quel employé dans l'entreprise qui va y trouver un bien-être de tous les jours, à partir du moment où les démarches sont bien faites. Il y a quand même quelque chose où il faut faire attention, c'est l'effet feu de Bengale. À partir du moment où on engage dans une entreprise des démarches d'amélioration du bien-être, il faut mesurer, il faut faire des plans d'action précis. Ce n'est pas juste « allez, on va mettre du fun dans l'entreprise ». Parce qu'à partir du moment où on démarre des mesures comme ça, à partir du moment où on ne va pas au bout, on a un effet contre-productif terrible. Et tout le monde finit déçu. Je suis dirigeant, je veux faire cette démarche-là. Tu dis il faut une méthode. Moi, dirigeant, je ne l'ai pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont formés et ils arrivent avec une méthode qu'ils proposent à l'entreprise, c'est ça? Ben justement, c'est le principe du Chief Happiness Officing.
C'est cette discipline où on est capable d'analyser la stratégie globale de l'entreprise pour y amener par petites touches ciblées ou par mouvement global des améliorations à court, moyen et long terme. C'est un vrai métier, comme je disais, c'est pas un président du BDE qui a la patate et qui vous fait la bise et vous amène une orange tous les matins. C'est pas ça le Chief Happiness Officing. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, dans la société Uber, qui donc à l'heure actuelle pèse des milliards, le Chief Happiness Officer dans la stratégie du groupe, c'est le numéro 6. Le 6e plus gros salaire chez Uber, c'est leur Chief Happiness Officer. Pour donner un... De quoi? Presque. Non mais dans la logique, on est sur une vraie valeur stratégique et pas juste une valeur plaisir, fun, simple. Voilà. Juste par rapport au rattachement, que ce ne soit pas le DRH parfait, mais dans un groupe, est-ce qu'il n'y a pas automatiquement quand même un rapprochement avec le CHSCT? En fait, pour moi, c'est vraiment un métier qui est à la croisée des chemins et qui doit être l'électron libre, qui est à la fois a des notions de communication, de marketing, qui a un rapport avec la direction générale et les DRH, mais aussi le CE, le CHSCT. Il y a une vraie logique, un bon Chief Happiness Officer, il n'aura pas de traction d'un côté ou de l'autre, il sera capable d'être l'électron libre qui peut mettre justement du lien entre tout ça. Et du coup, la dernière chose que je trouvais importante avant de commencer les slides, c'est le côté, puisque c'est aussi sur la productivité, la conférence. Au niveau de la productivité, ce qui est intéressant avec le Chief Happiness Officing, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est d'améliorer sa culture d'entreprise, enfin, c'est pas qu'à l'heure actuelle, de tout temps, d'améliorer sa culture d'entreprise avec ce type de démarche. Automatiquement, on a l'effet Activia. Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et ce qui se voit à l'extérieur, c'est la marque employeur. Donc on va gagner en facilité de recrutement, ce qui est devenu quelque chose d'essentiel pour les entreprises à l'heure actuelle, sur un marché du travail qui est de plus en plus complexe. Je pense notamment au métier du numérique, où certains postes et types de postes sont devenus des denrées rares. D'avoir une marque employeur forte, c'est devenu une valeur primordiale pour les groupes qui veulent continuer à évoluer. Voilà, je vais donc commencer. Il y a un phénomène qu'on voit depuis quelques années, c'est la diminution tous les ans des sinistres professionnels. Donc ça va des maladies en passant par tout type de... Pardon. Les slides seront disponibles, hein, si vous voulez, on pourra vous les faire suivre par mail. Et cette diminution, malgré tout, qui est très positive dans le monde de l'entreprise en général, c'est les chiffres en France, elle s'accompagne d'un phénomène qui est assez paradoxal. Ça fait maintenant 5 ans que tous les ans, on prend entre 10 et 13% d'augmentation de l'absentéisme. Ce qui n'est pas vraiment logique par rapport à ce qu'on vient de décrire juste avant, mais qui est quand même assez inquiétant, puisqu'on est passé à 20 jours d'arrêt de travail en moyenne par an. C'est tout secteur, hein, privé, public. Là. Alors forcément, dans un grand groupe, c'est des choses qui arrivent, mais dans une PME, ça devient une valeur critique, parce qu'à partir du moment où une boîte de 10 personnes perd du coup 200 jours par an hommes, ça peut coûter très cher, voire trop cher. Une autre donnée que je trouve importante, c'est le présentéisme. C'est le voisin de bureau qui est derrière son écran. On sait que le corps est là, mais pas l'esprit. Et il a décroché. Il est plus engagé, plus impliqué dans son entreprise parce que finalement, il n'y trouve plus ce qu'il attendait ou ce qu'il cherchait à la base. Celui-là, il est perdu, mais il n'est pas irrattrapable. Et l'important avec le présentéisme, c'est que, contrairement à l'absentéisme qui est en partie pris en charge par la sécurité sociale et autres, le présentéisme, ça coûte directement à l'entreprise. C'est une perte de productivité brute et directe. Donc ça, c'est une valeur qu'on peut aussi rattraper avec le bien-être au travail en réimpliquant les gens. Il y a 2 axes, 2 pistes possibles. C'est la santé morale et la santé physique. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec la société Rubix pour couvrir ces deux champs de possibilités. Le bien-être, c'est une démarche du coup qui peut vraiment agir sur tous les secteurs. Vous voyez avec les chiffres, c'est une étude qui a été menée par Harvard Business Review sur les entreprises qui investissent au moins l'équivalent de 2% de leur masse salariale dans le bien-être. C'est des chiffres qui sont européens et américains croisés, parce qu'on n'avait pas assez de données juste en France sur le bien-être au travail. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ce qu'il faut... De quoi ? Bien sûr, je disais, je ferai sûr. Exactement. Le bien-être au travail, il faut savoir que c'est un engagement qu'on prend au jour où on démarre
mais dont les effets se verront aussi à long terme et surtout à long terme. Dans un premier temps, il faut être prêt à investir et attendre qu'une marque employeur et une culture d'entreprise, ça ne se change pas en 2 jours simplement parce qu'on claque dans les doigts en disant que maintenant c'est fun. Et il faut que ce soit quelque chose qui transpire de l'entreprise. Donc c'est long et c'est pas évident à mettre en place si on n'a pas fait un plan d'action ciblé et précis dans le temps. Du coup, je vais laisser la parole à Jean-Christophe sur l'aspect de la santé physique et de l'environnement de travail. Merci Adrien. Comme je l'ai dit au début, je vais m'occuper de la partie basse de la pyramide de Maslow, du bien-être et du confort au travail, c'est-à-dire les toxiques, les nuisances, qu'elles soient physiques, chimiques ou qu'elles soient subjectives. Donc, je vais peut-être vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée alors que j'étais président d'Alphamos uniquement. Et donc, il y a à peu près 1 an, je passe dans la station du Châtelet. Et je passe en courant dans cette foule qui finalement est très silencieuse et très focalisée sur ce qu'ils font. Et je vois une personne avec un badge CGT sur le dos, jaune et RATP devant, un paquet de prospectus sous le bras, et qui m'arrête pour me donner son prospectus et qui me dit « Je suis en train de mourir ». Alors je dis « Mon bon monsieur, asseyez-vous, on va regarder ça ». Et il me dit « Vous ne savez pas combien mon poste de travail, qui est là, la petite cabine où je donne des informations, est pollué ». Et alors il me donne un tract et dessus il y a les COV. Alors il commence à m'expliquer, il me dit « Les COV, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais… » Je dis, vous tombez bien, justement, et on va pouvoir en discuter. Donc, c'est les composés organovolatiles, donc c'est toutes les molécules qui sont relâchées soit par l'environnement, les murs, etc., soit par les personnes qui sont présentes. Et effectivement, il faut savoir que le Châtelet est la station de métro la plus polluée à Paris, puisqu'elle a été creusée sous les halles, et que les halles, depuis des siècles, ont fait pénétrer dans le sol des dizaines de déchets organiques et inorganiques. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a des concentrations de gaz et de particules avec la foule qui sont présentes. Et effectivement, je me suis dit, cet homme-là, il a raison. Il a raison, et j'ai regardé les résultats avec lui, puisqu'on s'est assis effectivement dans sa cabine d'information. On a regardé les résultats, et c'était au mois de décembre. Et il me dit, décembre ou janvier, et il me dit, voilà les résultats. Et je dis, mais ils ont été faits quand, ces résultats ? Ah ben c'est des résultats du mois d'août dernier, la direction ne voulait pas nous les donner, il a fallu faire intervenir, etc. etc. J'ai dit, mais donc il n'y a pas une mesure instantanée. Il n'y a pas une mesure au moment où la personne en a éventuellement besoin. Il n'y a pas une mesure dispersée, il n'y a pas une mesure individualisée qui permet une cartographie. Et je me suis dit, donc il y a une opportunité, non plus pour faire ce que le petit chimiste que j'étais, qui est de porter l'échantillon au laboratoire, c'est de faire l'inverse, c'est d'amener l'intelligence et la mesure là où se trouve l'individu. Et comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est de remettre l'homme au centre de la mesure, au centre de nos attentions. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Rubix. Et donc je vais vous présenter ça pour un seul objectif qui est effectivement le confort. C'est de l'autre côté, c'est ça. Je ne suis pas assez entraîné. Notre mission, c'est de réellement amener la mesure là où se trouve l'individu. Alors, vous allez voir, on s'occupe bien sûr beaucoup du confort et du bien-être au travail, mais on a aussi développé des objets qui sont sur des téléphones portables qu'on a présentés il y a 2 semaines au Mobile Congress à Barcelone, qui permet à tout un chacun de mesurer la qualité de l'air qui l'entoure, de mesurer sa santé en analysant son haleine, par exemple, notamment pour les sportifs, quand ils passent en consommation de graisse. Aujourd'hui, on vous dit le nombre de pas que vous faites, mais on ne vous dit pas si vous avez vraiment consommé les calories nécessaires et la graisse. Et donc, en fait, il faut savoir, pour ceux qui sont des joggeurs ou des sportifs, à un moment, vous avez une haleine qu'on appelle une haleine fruitée. Et cette haleine fruitée, c'est d'acétone, tout simplement, qui vient de la consommation de la graisse par le foie. Et donc, ça vous permet de réellement déterminer à quel moment vous perdez du poids. Donc, pour les sportifs, c'est de reprendre des boissons protéinées. Pour les dames qui veulent perdre du poids ou les hommes, vous savez exactement que c'est le bon moment. Donc, ce qu'on souhaitait faire, c'était de ramener la mesure là où se trouve l'individu. Mais encore une fois, c'était de mesurer cela de façon à ce que ça soit non pas une simple mesure, mais une aide à la remédiation. Ça ne sert à personne de savoir qu'il y a tant de particules ou qu'il y a tant d'H2S ou je suis en train de monitorer la salle. Je vous dirai tout à l'heure ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes entré et maintenant. Donc j'ai mis des capteurs un peu partout. Ça ne sert à rien si on n'a pas la capacité de savoir d'où ça vient et de pouvoir y remédier. Et donc de pouvoir faire un travail sur effectivement le confort et le bien-être. Et donc
Voilà un peu ce que l'on essaye de faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de normes qui sont présentes. Ces normes sont mises en place notamment en France par l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de la sécurité. Que fait cet institut, qui est basé à Paris, mais qui a toute une série de centres de recherche, qui travaillent bien sûr avec le CARSAT, avec la sécurité sociale, bien sûr. Que font-ils? Eh bien, ils mettent en place des standards et des normes. On va en parler tout de suite. Ces normes sont des normes autour des toxiques et des nuisances physiques, le bruit, la lumière, etc. Alors, il y a un certain nombre de standards, hein, bien sûr, qui existent, qui ont été mis en place notamment par le CSTB, qui est le Centre technique du bâtiment, donc l'environnement intérieur. Il y a l'AFNOR, qui a mis un certain nombre de normes en place. Et effectivement, ces normes se retrouvent autour du bruit, de la lumière, de l'humidité et de la température, d'un nombre limité de gaz, notamment le formaldéhyde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce qui est lâché par les meubles, les cols, les peintures, mais particulièrement les meubles. Et tout ce qui est benzène, toluène, xylène, qui là aussi vient des solvants, des cols qui sont utilisés, et enfin le CO2 et les vibrations. Toutes ces normes sont introduites dans le compte pénibilité, que certains d'entre vous ont peut-être mis en place, puisque c'est obligatoire depuis normalement le 1er juillet dernier. Ce compte pénibilité vient impacter négativement ou positivement la retraite et la prise de l'âge de retraite. Ce compte pénibilité, il est extrêmement difficile à mettre en place puisqu'il est basé aujourd'hui sur des audits. Donc on vient chez vous à un moment donné et on va effectivement faire des prélèvements d'air, faire des mesures de son, faire des mesures de vibration. Cela, c'est un instant T et on va projeter linéairement cela sur les 12 mois qui suivent. Donc on a une espèce de cahier blanc de la pénibilité. Et effectivement, et tout un chacun le sait, particulièrement dans les PME, on ferme les machines, on ouvre les fenêtres, on arrête de fumer et on attend que l'audit arrive pour qu'effectivement les résultats soient les moins impactants possibles. Ce n'est pas une vision à long terme. Ce n'est pas une vision qui permet effectivement de préserver nos collaborateurs, de nous préserver, de préserver notre propre santé. Parce qu'effectivement, il y a un environnement pollué, un environnement extérieur, mais aussi un environnement intérieur. Il faut savoir que, par exemple, les environnements les plus pollués sont les cuisines, et notamment dans les restaurants à grande de distribution, les cafétérias, c'est les environnements qui sont aujourd'hui les plus pollués, vu le débit de la cuisson, vu les huiles que l'on utilise, vu les aérosols qui sont présents. Enfin, il y a un certain nombre de standards qui arrivent non seulement dans la qualité du bâtiment, mais aussi dans la qualité environnementale. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le UWEL, donc le Well Building qui a été mis en place en 2015, permet de donner un certain nombre d'indications sur à quoi doit ressembler un bâtiment de travail, un environnement de travail, en termes non seulement de données physiques, de nuisances physiques et chimiques, mais aussi en termes d'espace, en termes de châteaux d'eau disponibles, en termes de nombre de cafétérias, etc., d'espace vert par rapport à l'espace de travail, etc. Donc, ceux qui ça intéresse, vous tapez UWEL ou vous pouvez nous le demander. Et effectivement, il donne un certain nombre d'indications qui sont particulièrement intéressantes. Donc, quelles sont ces normes au jour d'aujourd'hui? De l'autre côté, voilà. Vous avez un certain nombre c'est tout petit et je suis désolé, mais vous aurez la copie de la présentation. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'effectivement, on a un certain nombre de valeurs limites d'exposition et je vais vous prendre le bruit. Le bruit, effectivement, on doit ne pas être exposé plus de 8 heures d'affilée à un bruit qui dépasse 80 décibels ou 85 décibels en fonction des environnements. 80 décibels sur 8 heures d'affilée. Donc il faut le mesurer, il faut en prendre conscience et effectivement il y a des bruits qui sont beaucoup plus stressants que d'autres. Il y a des bruits sourds, il y a des bruits de chaînes, des bruits de machines et on va les analyser et d'avoir une mesure décibels linéarisée et sur le temps est relativement inefficace. Il y a un certain nombre d'indications donc sur l'éclairage, comme je vous l'ai dit, sur la température et l'humidité. Par exemple, l'humidité, on doit se trouver entre 40 et 70. Si je regarde bien, tout à l'heure, on était effectivement aux environs de 38-40 avant que vous rentriez, mais avec l'humidité de chacun d'entre nous, ça doit remonter. Il faut appuyer sur le bouton de gauche. C'est en bas à droite. 45, super. Merci d'avoir facilité l'humidité de la pièce. 45, on est bon. Et puis, un certain nombre de gaz.
Alors, il y a des gaz donc, comme l'H2S, on va en parler et reparler, puisque l'H2S, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gaz de l'œuf pourri, mais qui est effectivement lié non seulement à parfois du gaz naturel, mais aussi à une certaine problématique de toilette ou autre type de nuisance. Le CO, qui vient de la combustion et qui est un gaz extrêmement toxique. Et enfin le CO2, que l'on connaît moins bien, mais c'est celui qu'on exhale, mais qui est particulièrement nocif. Particulièrement nocif, non pas de façon toxique, mais il est nocif sur notre acuité au travail et sur notre capacité à se focaliser. C'est pour ça que très clairement dans les pièces, les salles de réunion, on voit le niveau de CO2 qui augmente. Et effectivement, à ce moment-là, il faut vraiment aérer ou avoir un système de ventilation qui soit relié de façon à ce que cette capacité de focalisation demeure. C'est ce qui se passe dans les voitures. Quand vous conduisez votre famille, vous êtes pendant des heures au volant, vous avez les gens qui dorment à côté de vous, votre attention baisse, non seulement parce que vous êtes fatigué, mais tout simplement parce que le niveau de CO2 monte. Et comme c'est un gaz lourd, il s'accumule au fond et puis il monte au fur et à mesure. Donc vous avez un certain nombre de normes et bien sûr les particules qui deviennent de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on ne mesure que les particules d'origine chimique, c'est-à-dire la combustion, l'environnement industriel qui est le nôtre, mais il y a très peu de mesures sur les particules d'origine biologique, donc notamment les acariens et les fécès d'acariens et tout ce qui est contamination extérieure, notamment les pollens. Donc les allergènes dans l'environnement de travail, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes non plus sur d'autres nuisances, comme les odeurs. Il n'y a pas de normes sur la pression que vous avez à l'intérieur du bâtiment. Et la pression est source de mal de tête de façon assez importante. Il y a des bâtiments qui sont en surpression, qui travaillent en biologie, qui travaillent sur des semi-conducteurs, etc. Mais il y a aussi des problématiques de ventilation qui vous créent une surpression au travail. Ces paramètres-là ne sont pas gérés par les normes au jour d'aujourd'hui. Alors ce que l'on a essayé de faire, c'est, on utilise de le bon côté, voilà, c'est au-delà de ces audits qui existent aujourd'hui, qui permettent de venir analyser avec des analyseurs ponctuels de gaz, de particules, on arrive, ou faire des prélèvements statistiques de temps en temps, comme le fait la SNCF ou la RATP, ils arrivent dans leur wagon, ils arrivent dans à prendre des mesures. Ce que l'on a souhaité faire, c'est de mettre en place des objets connectés, de façon à pouvoir répondre effectivement aux limitations qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesure et d'alarme en continu, il n'y a pas de mesure holistique, et l'homme est particulièrement caractérisé par sa dimension holistique. Et c'est ce qui fait notre force et notre capacité. Je travaille beaucoup sur les sens, c'est quand vous regardez votre café, vous ne faites pas que le regarder, vous le sentez, vous le goûtez, et c'est l'ensemble de tout cela qui va dire c'est mon café du matin, c'est mon expresso, c'est mon Starbucks, c'est cette capacité analytique globale qui fait notre force. Eh bien, si on n'a pas cette capacité-là en mesure, on va mesurer des points ponctuels, mais il y aura plein de trous dans la raquette. Et ce n'est pas comme ça que l'on va aider à effectivement avoir non seulement un sentiment, mais une réalité de la santé et du bien-être au travail. Donc il n'y a pas de mesure de particules biologiques, on en a parlé, pas d'identification des sources, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est la cafétéria? Est-ce que c'est le gars qui est en train de souder sur le toit? Est-ce que c'est les travaux qui sont devant ma rue, qui sont en train de m'impacter? Je n'ai pas d'identification de source. Pas de mesure d'odeur, on en a parlé, donc pas de cartographie globale des bâtiments, puisqu'on va faire des mesures ponctuelles. Et surtout, il n'y a pas de mesure subjective du perçu, c'est-à-dire que l'homme n'est pas au centre de la mesure. C'est les phénomènes chimiques et physiques qui sont au centre de la mesure. On ne parle pas aux hommes, on ne parle pas aux femmes. Donc, ce que l'on propose et ce que l'on a mis en place, puisque ces objets connectés aujourd'hui deviennent de plus en plus puissants, en termes de capacité de calcul et en termes de dispersion. On a mis en place un petit objet qui vient se mettre au poste de travail, qui est celui-ci, qui peut se mettre sur les tables, qui peut se mettre sur les murs, mais à la hauteur du poste de travail. Et nous travaillons actuellement sur des objets qui vont se mettre autour du poignet directement et qui vont permettre d'analyser l'environnement. Et donc voilà des systèmes de mesure qui vont sortir, je ne sais plus où il est, il est là. Voilà, et qui viennent directement dans les poignets ou sur les téléphones portables. Je vous en parlerai si cela vous intéresse. Donc revenons au système de mesure du confort. On va donc mesurer non seulement des paramètres chimiques, et c'est réellement, nous ne sommes pas les seuls à faire ça, mais il y a une vraie tendance forte, c'est la température, l'humidité bien sûr, la lumière, mais encore une fois de la remettre l'homme au centre, c'est-à-dire que la lumière, ce qui est important, c'est son intensité bien sûr, mais c'est aussi la couleur de la lumière, le scintillement, le nombre d'écrans que l'on a autour, le type d'éclairage, etc. Le bruit,
mais non plus sur un décibel linéarisé, mais sur un bruit par octave. Parce qu'on sait tous que les fréquences aiguës, pour ceux qui ont des enfants, vous savez qu'effectivement un cri d'enfant, ben ça stimule à agir, des bruits de chaîne, des crissements de pneus ou des fréquences sourdes. Donc il ne faut pas faire une analyse en décibels flat, mais le faire par fréquence et venir surpondérer les fréquences qui créent un stress au niveau du poste de travail. On va travailler bien sûr, on en a parlé, sur la vibration et la pression, les chariots élévateurs qui passent, les camions qui passent, les trains et bien sûr les machines elles-mêmes. On a donc intégré des particules et vous pouvez en même temps mesurer des particules fines et des particules importantes, donc de 10 microns jusqu'à 40 microns, donc tout ce qui est fesses d'acariens, pollen, jusqu'à identification des pollens, parce qu'un pollen de sumac, ce n'est pas un pollen de saule ou ce n'est pas un pollen de tilleul, et donc l'impact allergénique n'est pas le même. C'est particulièrement important sur les populations asiatiques parce que, par exemple, les Japonais, il faut savoir qu'il y a 30% des Japonais qui sont allergiques. Et donc, les nuages d'allergènes sont sur la météo nationale tous les soirs quand il y a des nuages. Il y a bien sûr des gaz, on en a parlé, donc du CO, de l'H2S, de l'ammoniac, du formaldéhyde, etc., ce qui permet de monitorer son environnement. Et enfin, les odeurs. Les odeurs sont particulièrement nuisibles. Il faut savoir qu'à la RATP, dans les nuisances auprès des passagers, ce qui arrive en premier, c'est le bruit, et juste derrière, c'est les odeurs. C'est non seulement les odeurs corporelles quand il y a certaines concentrations dans les wagons, mais il y a réellement des problématiques d'odeurs qui sont extrêmement importantes, que l'on voit sur la métropole dans certains parkings. On a eu ces remontées aussi de Toulouse Métropole. Et donc nous avons créé des banques de données d'odeurs dans le cloud, c'est-à-dire que dès que le système voit qu'il y a un dépassement de la qualité de l'air, il va immédiatement aller dans le cloud, faire de la reconnaissance d'odeurs et dire c'est la cafétéria. C'est une odeur de moisi, donc c'est vraisemblablement la VMC. C'est une odeur de colle, donc c'est peut-être les dernières moquettes qu'on nous a livrées, ou les peintures, ou éventuellement le bâtiment d'à côté. Il y a des odeurs de cigarettes, il y a des odeurs de rats crevés, d'animaux crevés. Donc on a toute une série de banques d'odeurs dans le cloud, ça remonte, et il y a une identification. Ce qui permet donc d'avoir une cartographie 3D du bâtiment, puisque ces pods, chacun d'entre eux mesure une 50aine de mètres carrés. Et donc vous avez une visualisation des panaches de nuisances passant d'une salle à l'autre, de la salle de réunion, de la salle des bureaux, mais surtout une capacité de remédiation en disant ça vient de là, parce que voilà l'empreinte que nous avons. Le dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est au-delà des mesures de confort, des mesures de gaz, et pour finaliser, c'est la capacité de mettre encore une fois l'homme au centre, c'est-à-dire que chacun de ces pods, chacun des collaborateurs présents, chacune des personnes qui passent dans des galeries marchandes, qui passent dans des restaurants, qui passent dans des domaines publics, est capable de faire remonter son ressenti. Et le système, par un système de mesure, et qui vient tout à fait se corroborer avec ce qui va être présenté par la suite, puisqu'on va mesurer ce ressenti, qui peut être un ressenti purement physique et chimique. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai froid, je ne me sens pas bien, et donc on remonte cela. Et nous, ce que l'on va faire de notre côté, en préambule à ce qui est fait par Aïdj et par Adrien, c'est que l'on va faire du deep learning derrière, donc mettre de l'intelligence artificielle qui va permettre d'utiliser les données analytiques avec les données perçues et en faire de la corrélation, parce que la mesure qui doit être réelle n'est pas la mesure analytique, c'est la mesure de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, au sein d'une culture différente, au sein d'une société différente, parce que si vous allez chez Veolia, ils sont tout à fait habitués à leurs odeurs, alors que vous allez chez Poult, pour prendre c'est pas du tout le type d'odeur qu'ils ont envie d'avoir chez eux. Et donc il y a des problématiques qui sont culturelles. Par exemple, j'ai des banques de données au Japon et en Corée, puisque l'un de nos grands clients sont les clients coréens. C'est les premiers qui nous ont achetés. Notre société fait plus de 90% du chiffre d'affaires à l'export. Les Coréens ont mis ça dans les appartements de leurs collaborateurs et les appartements qu'ils construisent, comme POSCO, par exemple, qui est l'un de nos gros clients. L'objectif, il est de pouvoir comprendre ce que l'homme souhaite pour son bien-être, de façon à faire du prospectif. Non seulement de la remédiation ou tenter, mais de faire du prospectif pour le futur. Et c'est ce qu'on essaye de faire, pour aider principalement donc, les ressources humaines, les HSCT et les Chief Happiness Officers. Juste une question, entre le rapport
le Ramor, où à mon avis on peut encore agir, et la moquette qui vient d'être livrée, Ouais, on n'est pas dans le même match là. tout à fait. Tout à Donc fait. ça veut dire quoi? Il faut changer la moquette ou Oui, on va voir les mais, solutions? mais je dirais la mesure. Il y en a qui viennent de commander des milliers de mètres carrés de moquette là. On ils a doivent un être- problème et c'est pour ça qu'il faut remonter ce type de choses au niveau des structures de façon à ce que ces moquettes soient analysées avant de descendre, que la colle qui soit utilisée pour coller la moquette Donc soit analysée. tu parlais de normes tout à l'heure, ça veut dire que les normes à ce niveau-là ne sont pas Elles existent, réglementaires? elles existent, mais il y a des normes qui malheureusement sont bypassées. Je vais prendre le cas du diméthylfumarate par exemple. Le Qui est très diméthylfumarate. bien connu d'ailleurs, diméthylfumarate. Mais oui, Ah mais pour les fabricants de meubles, justement, Ikea a eu un énorme problème de diméthylfumarate. Parce qu'ils ont pris un tissu, le diméthylfumarate est un anti-insecticide et un antibactérien, qui est utilisé massivement par les Chinois, qui sont arrivés dans des tissus fabriqués en Chine chez Ikea, et les gens se sont assis dessus, et ils ont eu des eczémas et des herpès, des zonas particulièrement, et c'est arrivé chez Nike, c'est complètement public. Hein. Nike a acheté des semelles qui étaient traitées au diméthylfumarate. Les gars qui mettaient leurs chaussures se retrouvaient avec des eczémas aux pieds. Donc il faut faire remonter ce type de choses. Les normes, malheureusement, sont toujours en aval du fraudeur. Donc il faut effectivement faire pousser ce type de choses pour éviter d'avoir des moquettes qui arrivent avec du formaldéhyde, quoi. Mais bon, pardon. Une question, en ce qui concerne la mesure des ondes magnétiques, on en parle de plus en plus, Oui. des nuisances Électromagnétique, oui, électromagnétiques. tout à fait. Comment vous gérez ça? Alors, on a la mesure de l'électromagnétique est une mesure qui est relativement onéreuse. Il faut savoir que ces pods tournent entre 500 et 800 euros. Une mesure électromagnétique seule fait 800 euros et elle varie peu dans le temps. C'est-à-dire que ce que l'on a souhaité faire, c'est suivre des paramètres qui évoluaient dans le temps, de la circulation des hommes, etc. Alors que la mesure électromagnétique, elle peut se faire de façon ponctuelle et donc effectivement un audit électromagnétique est relativement valide et linéairement sur au moins une période donnée, quoi, à moins de changer et de rajouter des tas de téléphones portables ou autres, mais normalement c'est relativement stable. Et c'est une mesure, je dirais, la mesure elle-même est une mesure relativement onéreuse. Voilà. Et deuxième question en relation, mais parce que ça touche mon entreprise, vous communiquez comment vos pods? Oui, tout à fait. Ils communiquent par Sigfox. Je te tords le... Merci. Tu as fini? Parce qu'il y avait encore un slide. J'ai encore un slide qui entre. Oui, j'ai fini. Oui, d'accord. Du coup, après la santé physique, on s'attaque à la santé morale que j'ai introduite au départ. Un petit peu dans le même esprit que Jean-Christophe sur la cartographie de l'entreprise. L'outil qu'on a créé chez Hyge, c'est un outil de cartographie et d'analyse pour le coup du capital humain. Donc là, c'est la perception et le ressenti des gens sur leur mode de fonctionnement dans l'entreprise, leur travail et le ressenti qu'ils peuvent en avoir. Ça se présente, j'ai zoomé, c'est la même image. Ça se présente comme un tableau de bord qui évolue tout au long de la vie de l'entreprise, qui commence par une première analyse globale et qui vient s'enrichir mois après mois avec des données supplémentaires. Là, c'est un exemple de tableau de bord, mais chaque entreprise a un tableau de bord qui est différent, puisque chaque entreprise est unique sur son mode de fonctionnement. Donc, les choses qui sont mises en avant sur cet exemple ne sont pas celles qui sont mises en avant forcément dans chaque entreprise. Parce que les perceptions changent, la taille de l'entreprise change aussi, donc il y a des problématiques qu'il y a dans des petites structures qu'il n'y a pas dans des grandes. Donc le but est de faire ressortir les éléments marquants pour chaque type de structure. C'est quelque chose qui peut à la fois tourner dans les grandes et les petites structures. Hop. Donc c'est basé sur un algorithme de déduction qui croise les données recueillies sur l'entreprise directement, sur le ressenti de chaque employé. C'est totalement anonyme. Le principe n'est pas de fliquer les gens pour savoir ce que les gens pensent de leur manager ou de la politique RH. Mais le but est de croiser toutes ces données pour avoir à la fois des données démographiques, savoir que c'est les femmes de plus de 25 ans du service administratif qui perçoivent par exemple mal le management, ou que c'est les gens du bâtiment B qui subissent le plus
une mauvaise communication interne, enfin ainsi de suite. Voilà. Le but est de comprendre tout un tas de paramètres et de données propres à chaque entreprise. C'est une mesure du coup qui est en continu. Le but n'est pas juste de faire un audit bateau et dire bon, ben, il y a ça qui ne va pas. Le but est de comprendre les améliorations aussi qu'on peut mettre en place. Quand on est Chief Happiness Officer, c'est intéressant aussi de voir à chaque fois qu'on fait des nouvelles démarches, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est un métier qui est assez neuf pour faire encore des erreurs et tenter de mettre en place des plans d'action qui finalement n'auront pas le retour qu'on espérait. C'est précis parce que justement, à chaque fois qu'on a des zones d'ombre sur ce tableau de bord, on l'enrichit mois après mois avec des nouvelles données qui vont être les plus précises possibles dans le temps. C'est basé sur du machine learning, donc en fait, l'outil apprend et comprend l'entreprise plus on ajoute de données à l'intérieur et sort du coup des résultats de plus en plus concrets pour créer un plan d'action efficace. L'idée, c'est vraiment mesurer pour améliorer. Ce n'est pas forcément tordre une entreprise, comme je disais tout à l'heure, une fois de plus comme le trombone, où on va vouloir tout changer d'un coup. L'idée, c'est cibler les secteurs les plus à risque ou les secteurs les plus performants pour les valoriser et servir aussi de preuve, de proof of concept pour l'entreprise et pour le déployer peut-être à plus grande échelle. Et c'est simple et rapide, hein. Le but n'est pas d'essorer les collaborateurs une fois de plus avec des fonctionnements simples. Le premier tableau de bord dure moins de 12 minutes en termes pour récupérer les informations des collaborateurs. Et ensuite, on est à moins de 10 minutes cumulées par mois pour recueillir toutes les données. Voilà. Juste pour comprendre, on met la machine dont on a parlé tout à l'heure dans une zone où il y a des utilisateurs. Alors non, c'est un mail qu'on envoie à l'ensemble des collaborateurs pour leur informer que dans leur entreprise, ce système tourne. On recueille les données, c'est transparent, toutes les personnes de l'entreprise y ont accès. Le paramétrage, en général, c'est fait par ce qu'on appelle un workshop, qui est fait en amont de la... Donc c'est une réunion qui est faite en amont de la... Par qui? Parce qu'on n'a pas tous des chiefs. Justement, nous, on est capable d'identifier dans l'entreprise différentes personnes de différents services. Donc c'est vous qui venez analyser qui parmi nous est key user, quoi. On identifie des relais qui vont être les garants du fonctionnement sur place de l'outil. On recueille ça, on est capable derrière d'accompagner et de proposer un plan d'action efficace sur le long terme pour faire des actions ciblées. D'accord. Voilà. Merci. Je ne vous entends pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux approches sont extrêmement complémentaires. On parlait tout à l'heure de cette pyramide de Maslow, du confort et du bien-être au travail, véhiculant un objectif de productivité. C'est qu'effectivement, il faut s'assurer le minimum que l'environnement soit sain, que l'environnement soit, et cela dans le temps. Mais aussi, il faut faire une étude en amont pour faire un état des lieux et un suivi en aval, parce que ça dépasse simplement les toxiques. Il y a des problématiques organisationnelles, il y a des problématiques multiples et stratégiques qui impactent ce confort au travail. C'est pour ça que l'approche est extrêmement complémentaire, on ne peut pas faire réellement l'un sans l'autre, mais tout ça s'inscrit dans le temps. Et ce n'est pas des analyses ponctuelles, comme on l'a dit, une audit et puis une mesure, j'arrive, je prends un point qui résout les problèmes. Il faut s'installer dans le temps et c'est pour ça que l'on développe des outils qui vont rester au contact de vos collaborateurs d'un point de vue analytique, on fait remonter des données, et d'un point de vue subjectif. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait des données ? Alors, les données remontent à plusieurs types de personnes. Il y a le manager énergétique du bâtiment, parce qu'effectivement, il va s'apercevoir que les lumières sont toujours allumées, qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont froid dans cette partie, qu'ils ont trop chaud dans l'autre. Qu'on s'aperçoit qu'il y a des odeurs de moisis dans cette partie, parce qu'on est proche de la cafétéria, qu'il y a des moisissures qui poussent plus vite sur les filtres, et donc effectivement, donc il va pouvoir manager son building, et donc il y a des économies d'énergie. Donc ça, c'est le manager du building, qui va prendre ces données et essayer d'y remédier. Il y a tout ce qui est H7CT, qui va permettre ainsi de donner des rapports et pas un cahier blanc ponctuel, mais de pouvoir fournir un rapport annuel des nuisances. Il y a bien sûr tout ce qui est ressources humaines, qui va pouvoir effectivement l'utiliser, mais c'est surtout l'intérêt, c'est d'avoir un film, et non pas une photographie de ce qui se passe dans la maison, parce qu'on va pouvoir attaquer ces données avec des coupes non seulement temporelles, mais géographiques. Le premier étage, la façade nord, le département R&D. Et donc on va pouvoir analyser ces évolutions. Pardon. Dès la conception du bâtiment.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on a une partie de recommandation dans le type de matériaux, dans l'environnement, mais cela vient dans une collaboration. Un bâtiment, c'est pas que des matériaux et qu'un environnement et qu'une ventilation. C'est aussi une organisation au travail, etc. C'est aussi un cadre de vie et c'est pour ça que c'était l'intérêt aussi de présenter ça avec Stéphane Odos, c'est que le cadre de vie, on le sait à l'heure actuelle, est très très important dans la perception et le ressenti de son travail au quotidien. Ça va du mobilier à la conception même des espaces de travail, qu'ils soient collaboratifs ou non, qui laisse aussi le choix aux employés d'être collaboratifs ou non. Et ça, ce n'est pas une question de génération. Il y a des Y et des Z qui détestent bosser en open space et pour qui c'est pesant, et d'autres au contraire qui adorent bosser dans des cellules fermées ou des bureaux cloisonnés. Donc ça, c'est bien de laisser libre à chaque collaborateur de travailler un peu comme il le ressent, comme il le souhaite. Donc l'espace est très important aussi là-dedans. Et la donnée subjective est extrêmement importante, particulièrement pour des acteurs qui veulent se projeter. Par exemple, des grands acteurs dans le domaine des galeries marchandes. Pourquoi les gens ne reviennent pas? Pourquoi les gens ne visitent pas cette partie de la galerie marchande? Et donc, quelles sont les nuisances perçues? Et de pouvoir faire du prospectif, et donc s'inscrire dans du prospectif. Et nos plus grands clients aujourd'hui sont des clients dans le domaine de l'électronique, de l'électroménager, et qui veulent savoir ce qui se passe dans l'appartement. Comment on circule, à quel moment on perçoit des nuisances. Est-ce que l'électroménager est suffisamment performant? La haute aspirante dans la cuisine, pourquoi ne démarre-t-elle pas quand je sors mon poisson du frigidaire immédiatement? Pourquoi elle attend que je cuise? Donc tous ces éléments-là leur permettent de se projeter en disant comment je vais améliorer mon environnement pour que les gens se sentent plus à l'aise. Donc il y a cet aspect-là qui les intéresse aussi. Pardon. Vous allez aussi jusqu'à l'analyse des flux Des personnes? Alors on le détecte indirectement, mais c'est l'une des prochaines étapes. Simplement, on commence, en tout cas en France, à s'arrêter à une barrière qui est l'intrusion. C'est pour ça que j'ai parlé de la remontée par des QR codes ou autres, subjective, mais elle est anonyme. C'est-à-dire, je me promène, je vais à la salle de production, je me hashtag, j'ai senti quelque chose, mais je remplis mon questionnaire, mais il n'est pas identifié. Donc en France, on a un vrai souci de l'identification de la remontée négative. Maintenant, je dirais dans d'autres pays, tout au contraire. Ça devient de plus en plus intrusif. Et c'est là où il y a une éthique à avoir, et c'est pas si facile à gérer parce qu'on devient de plus en plus proche de chacun d'entre nous. Bien sûr, au échelle des villes, bien sûr, mais il y a par exemple la reconnaissance faciale, et on a beaucoup de demandes, par exemple au Japon, d'intégrer une reconnaissance faciale dans nos pods, avec des reconnaissances faciales aiguës. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, j'étais au Mobile Phone Congress, encore une fois, je sortais d'un meeting qui était plutôt décevant. J'arrive sur un stand un peu énervé, je vois un grand écran qui reconnaît les visages qui rentrent sur le stand, il me reconnaît et il identifie 80% en colère, 20% triste. J'ai mis mon plus beau sourire immédiatement. Et donc je me suis dit, diantre, ça commence à être très intrusif. D'ailleurs, il y a une surprise pour vous tous tout à l'heure. Et c'est là où la limite, on va le faire pour les Japonais, puisque c'est l'un de nos clients qui a développé ce type d'algorithmie et qui va regarder donc en temps réel chacun des collaborateurs pour savoir comment... Et la limite devient forte. Il faut savoir qu'Hitachi, aujourd'hui, il y a 300 000 employés qui se baladent avec un badge sur eux, qui les écoutent en permanence, qui voient où ils se circulent. Donc pour répondre à la question sur la circulation, ils savent où ils vont. Et vous avez, et c'est auto-apprenant, derrière il y a de l'intelligence artificielle, qui vous dit à la fin de la semaine, vous n'avez pas assez parlé à M. Suenaga. Allez parler à M. Suenaga. Parce que celui qui est plus performant que vous dans le même secteur parle beaucoup à M. Suenaga. Ou vous êtes trop resté à votre bureau. C'est-à-dire qu'ils apprennent des employés les plus performants et redistribuent les instructions à ceux qui le sont moins. 1984. C'est exactement ça. Et ils ont tous leur badge autour du cou. Et vous interviewez le japonais de Hitachi, il est super content parce qu'il est plus performant. Donc la limite, elle devient... Alors bon, c'est l'Asie, c'est les Samsung, les Sony, les gens comme ça, c'est un peu différent de chez nous. Mais chez nous, il y a une très forte résistance. Par exemple, nous avons des capteurs qui permettent de détecter le stress.
Donc on a en fonction du type d'odeur que l'on génère, on a développé ça avec l'armée, on peut gérer le stress du combattant. Eh bien, c'est niet. Personne ne veut mettre un bracelet pour gérer le stress de l'individu. Alors qu'il y a des postes comme un pilote, par exemple, un manager de centrale nucléaire, etc. Ce serait pas mal de voir s'il n'est pas dans un état un peu stressé, mais c'est non. Il ne faudrait pas que l'outil, à mesurer le stress, génère du stress. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut garder conscience. Il faut mettre l'homme au centre de cette mesure sans pour autant devenir intrusif. Voilà l'idée. Mais ça permet effectivement de faire de la remédiation, de l'amélioration de bâtiments malgré tout. Il y a plein de... Pardon, excusez-moi. S'il vous plaît, on va passer à quelques questions. Là, et je vais vous présenter aussi un des associés de la société Age. Oui. Vous parliez du métro tout à l'heure. Oui. Oui. Alors, moi, j'ai un souvenir d'enfance. Je suis allé à Paris peut-être à 5-6 ans pour la première fois avec mes parents. J'ai adoré l'odeur du métro. Alors, je suis peut-être un peu fêlé, mais c'est un peu comme un Madeleine de Proust. Pas du tout, pas du tout. Excusez-moi, est-ce que vous allez la faire disparaître? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui adorent l'odeur d'automobile nouvelle. Bon, je vous la déconseille fortement, mais il y en a qui aiment ça, donc qui se vaporisent, etc. Mais surtout, n'achetez pas une voiture neuve. Je vous déconseille fortement d'acheter une voiture neuve. Vous mettez-la sur le parking avec des voitures ouvertes en plein soleil. C'était la dernière conférence qu'on organisait. De toute façon, on s'en fout des clients. Non, mais vous pouvez le regarder. Prenez votre doigt, essuyez le pare-brise sur la partie basse du pare-brise, parce que le pare-brise, en fait, distille les molécules qui sont générées par le véhicule. Donc, si vous avez une partie basse du pare-brise qui est gras, ouvrez les fenêtres et faites chauffer la voiture. Voilà. Autre question? Madame, oui. C'est quand on est en entreprise et qu'on veut faire un investissement de ce type-là, pour faire une analyse à la fois du coup physique moral sur le suivi, il faut compter un investissement par poste de travail, si on le ramène au poste de travail, ou quel est l'investissement qu'il faut faire pour pouvoir à la fois installer et faire le suivi. Et après, c'est l'entreprise qui va peut-être prendre les mesures. Mais voilà. Bien sûr. Je vais laisser passer la partie morale parce qu'elle est plus importante, mais je vais répondre sur la partie physique. En fait, tout dépend bien sûr de la taille de la structure. Hein. Sur une petite structure, c'est évidemment plus cher au poste de travail que dans une grande. Donc tout dépend, ça va varier de 10 à 45 euros par salarié. Et ensuite, la solution, mois après mois, elle coûte moins de 2 euros par employé et par mois. C'est pas... Après, bien sûr, quand sur le plan d'action, on détecte ce qui serait intéressant d'identifier, de former, de mettre en place, par exemple, un Chief Happiness Officer, c'est des choses qui viennent en plus, c'est du plan d'action. C'est soit nous, soit pas nous qui le faisons d'ailleurs. Hein. Mais évidemment, après, il peut y avoir des suites à ça. Voilà. En ce qui nous concerne, nous avons... le pod fait encore une fois en fonction des options et du type d'environnement, parce qu'il y a des environnements industriels, des environnements d'open space, etc. Donc les spécificités diffèrent, mais il va de 500 à 800 euros et il couvre 50 mètres carrés. Après, on n'est pas obligé de couvrir la totalité. Mais là, une des dernières commandes que nous venons de recevoir, c'est pour une grosse société de cosmétiques, pour leur centre de recherche. Ils ont plusieurs milliers de mètres carrés et ça fait près de 300 ou 400 pods. Donc ils en veulent à la cafétéria, ils en veulent dans les couloirs, parce qu'ils ils ont des solvants, ils ont des pulvérulents, ils ont pour les pigments des rouges à lèvres, enfin tout c'est ça. Et donc ils voulaient monitorer tout ça en interne. Ils ont le site de production juste à côté, donc ils voulaient savoir d'où ça venait. Mais voilà, donc c'est à peu près ça. S'il y a 4 collaborateurs sur 50 mètres carrés, eh bien ça fait 100 euros. Mais c'est un investissement, mais ça peut passer en leasing aussi. Enfin, vous avez d'autres options de... Ça, c'est l'investissement dans le le traitement des données. Le traitement de données est fait en automatique et il y a du deep learning derrière. Donc en fait, vous avez réellement un document qui sort en vous disant voilà d'où ça vient géographiquement, voilà ce que c'est. Après, exemple avec Philippe, là, puisqu'il a appliqué la méthode dans son entreprise. Exactement, et Hein, ça Philippe, c'est pour la partie morale, effectivement. Voilà. Philippe, tu veux bien me présenter? Donc Philippe Zeller, associé à... Bonjour, enchanté. Donc je m'appelle Philippe, je suis l'associé d'Adrien, je suis en retard, c'est pour ça que je suis aussi directeur général d'une entreprise et du coup, l'outil d'analyse, on l'a initialement développé dans le cadre de l'AIDE pour le faire tourner dans mon entreprise. C'est un cabinet de conseil, il y a environ 100 personnes au niveau national. Et comme l'enjeu c'était de recruter, puisque dans nos métiers,
sur les technologies qui sont disruptives, c'est hyper difficile de recruter des générations Y et des générations Z, qui sont les gens qui sont actifs actuellement sur ces sujets-là. On s'est demandé comment on pouvait générer un cadre de vie et mettre en place des méthodes de management orientées autour de tout ce qui est 3.0. Savoir que Google dépense 400 millions de dollars par an pour que les gens soient bien chez Google. Et on est à peu près sur la même donne chez Amazon, chez Facebook et chez Apple. Donc ça ne représente pas une part significative de leur chiffre d'affaires, mais c'est pas loin de 7%. Donc pour faire en sorte que les gens aient envie de venir chez eux. Donc nous, on a décidé de déployer des méthodologies qui sont autour du Chief Happiness Officing et du management 3.0. Et comme on n'arrivait pas à faire une photographie exacte de qui réfute quoi dans les méthodologies, on a développé un outil, on a créé Hide, indépendamment de ce cabinet de conseil, pour que l'audit soit totalement anonyme. Et je pense, je reviens sur ce que M. Mussud a dit, il est hyper important aujourd'hui pour qu'il y ait de l'honnêteté dans un propos, que ce soit anonyme. Donc une boîte qui me reconnaît moi et qui dit « Bonjour Philippe, tu viens de dire que ton patron est un con ». Non, débranché. Voilà. Et ça c'est stratégique. Donc en fait, tous les audits que moi j'ai pu faire tourner dans mon entreprise avant en disant c'est Philippe, directeur général, qui envoie un audit, j'aimerais savoir si vous allez bien. Ah oui, évidemment, tout le monde va bien. Et quand on fait tourner un outil d'analyse, alors que ce soit un outil d'analyse qui est anonyme, mais dans tous les cas anonyme, et qui est indépendant de la volonté de la structure, là, d'un coup d'un seul, on a des données qui deviennent objectives et on peut vraiment traiter, pas simplement les enjeux, mais les problèmes. Parce qu'on a beau se dire qu'on n'a pas de problème et quand on pose la question à quelqu'un, t'as un problème? Non, j'ai pas de problème. Et quand c'est quelque chose d'anonyme qui demande, alors est-ce qu'aujourd'hui tu recommanderais ton entreprise? On se rend compte qu'il y a 42% seulement des gens qui recommanderaient la boîte. Ça pose un petit problème. Parce que je pense que des gens qui ne sont pas prêts à recommander votre entreprise, c'est des gens qui ne sont pas bien dans votre boîte. Aujourd'hui, maintenant, après le passage en mode entreprise libérée, même si j'aime pas ce terme, parce qu'on est libéré de quoi, je me pose toujours la question, mais avec des méthodes de management qui sont du management bienveillant, du management 3.0, on vient de refaire un audit Happy at Work, et là maintenant on est 10e national et on a 82% de taux de recommandation. Donc ça change la donne. Qu'est-ce que tu as fait par exemple comme rectification dans ton entreprise? Qu'est-ce qui n'allait pas par exemple et comment tu as fait? Comment tu t'y es pris? Ça vous intéresse ça, non? Moi je peux témoigner sur ce que je voilà. dans mon entreprise. Voilà. Ça a pris 2 ans et demi avec Adrien, on s'est rencontré à San Francisco. Il m'a parlé de ce qui se passait en Californie. Je me suis dit la vache, je suis à milieu dans ma boîte de faire ce genre de truc. Déjà, nos succès comme nos échecs, on les assume. Deuxièmement, un consultant, un manager, une DAF, enfin quelqu'un de l'organisation qui a une remarque, cette remarque est nécessairement productive et nécessairement acceptée par son top management. C'est les 6 principes du management bienveillant en fait. C'est-à-dire se dire que finalement, être transparent, écouter, il y a toujours un fond de vérité, il y a toujours un fond, enfin, room for improvement, ce qu'appellent les Anglais ou les Américains. C'est-à-dire que nous on le dit critique, ou on le dit axe d'amélioration, mais on ne le pense pas vraiment axe d'amélioration. Ce qu'il faut, c'est s'approprier ces méthodes-là et se dire que finalement, tout un chacun peut participer à l'évolution globale de l'entreprise. Donc, ça veut dire accepter que des gens rentrent dans mon bureau pour me dire « Écoute, voilà, moi je pense que là, on a faux. » Alors dis-nous sur quoi tu avais faux, ça m'intéresse. Moi déjà, j'avais faux sur l'organisation de mes locaux. Donc le premier truc qu'a fait Adrien, il m'a dit « Là, c'est pas compliqué, il faut tout virer. » Et déjà, les locaux, ça va être les locaux des gens. Donc il y a énormément de workshops. Là, tu parles de l'immeuble, là. Là, on était sur l'organisation des locaux. C'est-à-dire l'organisation des locaux, les gens ne se sentaient pas chez eux dans ces locaux. C'était des bureaux individuels, parce que je pensais que les gens ne voulaient pas se retrouver tous sur un open space. Et en gros, le message à 84%, ça a été pétez les murs au milieu, foutez-nous une table de ping-pong, un punching ball. Alors c'est eux qui ont fait la liste des trucs qu'ils voulaient en plus. Et donc le baby-foot n'est pas sorti. Et je me disais, je vais acheter un joli baby-foot. En fait, non, c'est pas le baby-foot, c'est une table de ping-pong, un punching ball. Après, ils voulaient des nuages de mots évocateurs qui leur ressemblaient sur les murs. Mais aucune des idées n'est venue de moi ou d'Adrien. C'est-à-dire ce sont des workshops, c'est les gens qui ont défini eux-mêmes ce qu'ils voulaient voir dans cette entreprise. Et après, on leur a laissé le choix entre différents modes de management. Quand tu dis ils, ça veut dire c'était ceux qui venaient d'arriver, comme ceux qui étaient là depuis longtemps, ou c'était un petit comité de... Non, on n'était pas sur des diffuseurs, on a été sur la collecte de la donnée de 100% des gens. On a eu 78% de taux de réponse. C'était un questionnaire individuel ou c'était en groupe? C'était un questionnaire individuel, anonyme, et qui se répondait en moins de 12 minutes, parce que ça, c'est une contrainte opérationnelle. Si le truc prend plus de 12 minutes, les gens répondent pas. Mais d'où l'intérêt, on parlait tout à l'heure de la différence du ressenti start-up grand groupe. Oui, dans une start-up, quand on est 15, on peut se parler, on peut avancer de manière constructive en se mettant tous dans une pièce. Quand on est dans une entreprise à l'échelle mondiale, qu'on est 40 000, soit on prend des petits échantillons de la population, mais qui finalement vont correspondre à quoi? Qui décide, qui on choisit?
soit on est capable de traiter la donnée de tout le monde, et c'est ce qu'on a voulu faire justement en utilisant cet outil. Pour la faire rapide, la stratégie, je peux vous l'expliquer en quelques étapes simples. La première étape, ça a été de collecter la donnée sur ce que les gens n'ont pas chez nous. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir ce qui était critiqué. Je voulais aussi savoir ce qu'il fallait pas jeter. Parce que moi, j'étais prêt à tout bananer. C'est-à-dire effacer complètement, on redesign tout, on change les méthodes de management, on modifie l'organisation, pas sur une structure flat plutôt qu'un truc hiérarchique. Et en fait, non, ils ne voulaient pas tout enlever. Donc ça, c'était très important de savoir ce qui était critiqué et savoir ce qui était apprécié dans l'entreprise. Après, c'était collecter des informations sur ce que les gens auraient aimé avoir dans l'idéal. C'est-à-dire, l'entreprise parfaite n'existera pas, il ne faut pas se mentir. Sur LinkedIn, en ce moment, on entend parler d'entreprise libérée, d'entreprise parfaite et de trucs comme ça ressemble vachement au monde des bisounours. C'est très loin de la réalité opérationnelle. Par contre, l'entreprise idéale, ça peut être un objectif. Et évidemment, cet objectif, en fonction de la modification de la pyramide des populations dans l'entreprise, il va changer. C'est-à-dire, si on prend que des X, on peut reprendre l'histoire de l'open space. À une époque, tout le monde voulait avoir son petit bureau. À un moment donné, il y en avait marre d'être cloisonné, tout le monde voulait être dans un open space. Et aujourd'hui, avec les générations Z qui arrivent, qui n'ont pas nécessairement envie d'habiter au milieu, puisque de toute façon, ils sont connectés tout le temps, avec un LinkedIn, un Facebook, un Snapchat, tous ces trucs-là. Ils n'ont pas besoin d'être au milieu, puisque leur réseau les suit et ce réseau est mondial. Donc en fait, il y en a certains qui aimeraient être capables de s'isoler de temps en temps pour pouvoir avoir la capacité de se concentrer sur quelque chose sans être condamné à mettre des écouteurs et écouter de la musique forte. Et donc ça, déjà, c'est une donnée qui, moi, m'a étonné. Je pensais que ces générations-là étaient ceux qui prenaient l'open space et que les vieux comme moi, au-delà de 45 ans, prenaient plutôt le fait d'être dans un bureau cloisonné. Est-ce que lorsque tu as fait les modifications, parce qu'on ne peut pas, comme tu dis, satisfaire tout le monde, il y a donc une autre analyse qui est faite sur les gens lorsqu'on a fait les modifs et ils redonnent leur avis en fait? Alors on a fait un premier audit qui était, alors on dit audit, le mot audit fait peur, c'était plus une photographie. Voilà. On va appeler ça une photographie. C'est un happiness assessment. Le premier truc, on avait vraiment un constat avec des données qui étaient alarmantes et des données qui étaient des données sur lesquelles on a sorti 3 axes sur lesquels il fallait bosser. L'étape d'après, ça a été de nommer finalement des gens qui étaient des pilotes process. Parce qu'en fait, il fallait changer le mindset des gens. Moi, j'étais d'accord, mais est-ce que mes managers en rang 1, est-ce que mon directeur régional en Bretagne, est-ce que mon directeur régional en PACA, il était open pour faire ce genre de choses? Donc c'était sur plusieurs locaux en fait? Ah oui, c'était sur plusieurs 100 personnes. 100 personnes. 142 personnes. D'accord. Staff inclus. Voilà. Donc, Ok. en fait, c'est toute l'organisation qui a changé ses méthodes de management et bien évidemment, il a fallu enseigner, donc il a fallu former les managers, il a fallu former ensuite les RSE qui voulaient pilote process, les accompagner dans le changement, leur donner les moyens d'eux, pas simplement dire, les faucons, vas-y maintenant, on monte dans le train et t'y vas quoi. Donc, le but était vraiment de communiquer sur les questions qu'on se posait, on a été transparent tout le long, on était passé en mode agile, donc on avait un tableau avec des post-it orienté Scrum, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai découvert ce mot. Donc voilà, donc, on avait un Scrum Master de la démarche de modification et il y avait un management visuel, n'importe qui pouvait voir où on en était, quelles étaient les étapes d'après et dire moi je veux être pilote de cette démarche-là. Et donc ça c'était très intéressant, tout le monde a participé en fait à l'évolution de cette petite société, c'était un peu un chantier expérimental. Mais il faut des relais, ça ne peut pas simplement être la volonté du big boss ou alors la volonté de la base de la pyramide. Il faut nécessairement que l'ensemble de la chaîne de valeur se disent on va changer les valeurs d'entreprise. L'idée c'est de mettre Tu restes manger avec nous là? Ouais, Super, ils pourront te questionner. Est-ce qu'il y a des questions directes, s'il vous plaît? D'autres questions? Ça s'appelle l'agilisation des organisations. Il y en a qui appellent ça entreprise libérée, il y en a d'autres qui appellent ça management 3.0. Enfin, l'idée c'est de se dire que les individus, on ne s'est jamais vraiment énormément occupé de leur valorisation, c'est-à-dire de se dire si on prend soin d'eux, peut-être qu'ils sont plus productifs. Et ça, je pense que c'était le préambule du truc. Et de toute façon, il ne faut pas se mentir, aux États-Unis, il n'y a rien qui est altruiste. Si Google dépense 400 millions, c'est qu'ils doivent y trouver plus de profit. Voilà. Jean-Christophe? Je me dis qu'il y a un cas. Jean-Christophe, tu veux conclure un truc? Oui. Tu veux dire quelque chose pour terminer? Ben, on a triplé le niveau de pollution de la salle. Adrien? Mais il n'y a pas de formaldéhyde, donc c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de formaldéhyde. Très Voilà. bien, super. Messieurs, dames, donc on vous remercie. Je vous présente Yann qui a fait un scribe sur la conférence d'aujourd'hui. Donc vous retiendrez, vous le recevrez tous par mail. Nous vous invitons à un petit pot. Juste pour votre information, nous faisons des conférences tous les 2 mois sur la santé, le management et aussi l'architecture. Donc n'hésitez pas à revenir si ça vous a plu. Merci à vous, messieurs, pour votre intervention.